C'est QFD, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Quizy et c'est Jean-François Colombet qui s'y colle. Monsieur le Préfet, bonjour. Bonsoir Patrick Millon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous gardez le masque? Alors, si vous le permettez, Oui. comme l'espace entre nous est suffisant, je peux le quitter. Ah ben avec plaisir, avec plaisir. Très bien, bienvenue. Merci, merci. On est chez vous là, dans votre bureau. Vous y passez énormément de temps dans ce bureau. Hein. J'y passe un peu ma vie, oui. Ouais. C'est un bureau agréable, comme vous pouvez l'observer. Il est fonctionnel. Et on y traite beaucoup de sujets qui concernent et qui intéressent les Mahorais, en effet, oui. Monsieur le Préfet, on va parler de plein de choses, si vous êtes d'accord, évidemment. Et on va commencer avec le Covid. Forcément, c'est dans l'actualité. On en est où de la situation aujourd'hui du Covid à Mayotte? Parce que, voilà, on nous remet quelque chose en place et on se dit, est-ce que c'est juste? Alors, on est dans une situation qui est sans doute meilleure qu'en métropole. Ouais. Ça, c'est incontestable, ce qui peut donner effectivement le sentiment que la mesure n'est pas totalement adaptée à Mayotte. Ouais. En vérité, je veux vous dire, je pense que c'est une bonne chose que l'état d'urgence sanitaire s'applique à Mayotte aujourd'hui, en même temps qu'en métropole. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, lorsque nous avons fait face à la première vague, nous avons pris ces 6 semaines d'avance, Ouais. qui ont permis à l'épidémie de s'éteindre quasiment en métropole et qui ont permis au renfort métropolitain de venir nous aider et de nous donner un grand coup de main quand on en avait besoin. Et donc je pense qu'on est un petit peu dans la même logique. Nous avons une situation qui n'est pas alarmante, mais c'est quand même une situation qui évolue tous les jours et on ne sait pas jusqu'où elle va évoluer. Et si jamais elle évolue très défavorablement. Oui, si jamais, mais et si elle évolue pas, on est plutôt sur une pente descendante, là, en ce moment. On ne dit pas que tout va bien, mais... On n'est pas sur une pente descendante, je dirais pas comme ça. On est dans une situation qui est contrôlée, qui est maîtrisée, oui. mais quand même avec des cas qui sont de plus en plus nombreux. Donc il faut faire jouer à fond le principe de précaution. Je crois qu'on a bien franchi la première épidémie. Les Mahorais ont répondu présent, ils ont été absolument remarquables, concentrés, mobilisés. Ils ont c'est sûr que dans la rue, on voit tout le monde avec les masques. Oui, hein. et oui. Clairement. Et oui, mais vous savez, c'est pas étranger à notre sort plutôt favorable de la première vague. Donc soyons prudents. Ça ne pénalise pas l'économie mahoraise. On va en parler dans un instant. Ça nous emmène quelques contraintes, c'est vrai, supplémentaires, notamment pour ceux qui ont des affaires de restaurants, d'hôtels, de bars. C'est sans doute eux les plus impactés. Mais il faut le faire sérieusement. Le Covid, qui dit Covid dit test. Là aussi, on entend plein de choses. Il n'y aurait pas assez de tests à Mayotte, pas assez d'outils, de matériel pour pouvoir faire ces tests. Et pourtant, on a une information contraire. On nous dit on en a commandé plus de 20 000. Il faut distinguer les tests PCR, les fameux tests PCR, des tests antigéniques. Sur les tests PCR, on a des spécificités à Mayotte qui font que, effectivement, régulièrement, le laboratoire privé, notamment, est confronté à des difficultés d'approvisionnement. Ça, c'est très, très difficile à contourner. Sur les tests antigéniques, ils ont été commandés, ils arriveront, on en aura un nombre suffisant. Et j'espère que, les choses étant ce qu'elles sont, nous pourrons les utiliser massivement, notamment pour établir les liaisons avec Madagascar, avec les Comores, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de faire des affaires à Mada ou aux Comores. Il y a des gens qui ont besoin de venir à Mayotte. Et ça sera vraiment l'élément qui va fluidifier. Alors comment ça va fonctionner avec ces tests antigéniques? Je suis pas un spécialiste du test antigénique. Ce que je sais, c'est qu'au lieu d'attendre 3 jours, vous attendez 30 minutes, quoi. Et quand vous avez des gens qui vont prendre un avion et qui font un test 1h30 avant le départ, ils savent 30 minutes après s'ils peuvent partir ou s'il faut qu'ils retournent chez eux. Donc vous voyez tout de suite que c'est quelque chose qui va améliorer la situation très sensiblement. Il y aura des tests à Mayotte
Et, prenons l'exemple des Comores, et au départ des Comores? Moi, je suis assez favorable, si les Comores ont des difficultés pour organiser des tests, pour les passagers aériens notamment, que ces tests, on puisse les mettre à leur disposition, par exemple, si c'est possible. Donc l'autorité sanitaire verra ce qu'elle peut éventuellement mettre en place. Je serais plutôt favorable à ce soutien à l'égard de Madagascar, à l'égard de l'Union des Comores, pour qu'ils puissent mettre à la disposition des passagers les tests en question avant qu'ils arrivent à Mayotte. Ce que je n'accepterai pas, moi, c'est que des gens arrivent à Mayotte, des passagers arrivent à Mayotte sans avoir fait le test au préalable. Oui. Ça, ce n'est pas possible, parce que si le passager arrive, qu'on le teste ici et qu'il est positif, comment fait-on? Non, trop compliqué. Ouais. Il faut qu'il fasse le test au départ de Mada et au départ des Comores. Et s'il est positif, il ne rentre pas? Ben, s'il est positif, naturellement, il rentre pas. Il reste à Mada. Bien sûr. Et dans le sens inverse, c'est valable aussi. Exactement. Ouais. C'est ça la réciprocité. Ouais. Et puis, j'aimerais qu'on revienne sur l'état d'urgence. L'état d'urgence qui est donc prononcé pour toute la France, on vient d'en parler à l'instant, donc Mayotte également. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour nous? On revient à ce qu'on a connu à un moment donné? Vous savez, on est dans cette crise sanitaire depuis désormais 8 mois. Ouais. C'est très long. Ouais. Très, très long. Vous le voyez, nous le voyons tous dans nos vies quotidiennes, le port du masque, ouais. Le fait de très régulièrement se laver les mains, ce sont des contraintes qui sont lourdes, difficiles à supporter. Donc au bout d'un moment, il y a forcément, c'est naturel, une espèce de relâchement. On est moins attentif, on est moins prudent, on est moins vigilant. Le fait de revenir dans l'état d'urgence sanitaire, ça va rappeler à chacun d'entre nous qu'avec un petit effort minimum, on évitera peut-être des choses beaucoup plus lourdes comme le reconfinement, voire le couvre-feu. Oui. Regardez nos compatriotes à Paris ou dans les grandes agglomérations, le couvre-feu, je pense notamment aux restaurateurs, aux bars, etc., c'est terrible. Parce qu'à 21h, il n'y a plus rien, c'est terminé. Là, on est sur une situation qui est contrôlée. Il faut faire cet effort, c'est-à-dire que le restaurateur, il ne pourra plus accepter des tables à 10 personnes. Il devra limiter cette table à 6 personnes. Ouais. Ça, c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte qui peut se révéler supportable et préférable à ce qui pourrait venir après. Donc, il faut faire cet effort. La relance économique. Alors, j'allais dire, on est mal barré, monsieur le préfet. On était en train de repartir. L'État a mis ce qu'il fallait, le conseil départemental, tout le monde joue le jeu. Les entreprises ont envie d'y retourner au charbon. Et puis, l'état d'urgence qui revient, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, souvenez-vous, on a gardé l'état d'urgence sanitaire très tardivement. Oui. Et l'économie a repris bien avant. Souvenez-vous, je tenais le discours, on peut travailler, on peut aller dans son entreprise ou télétravailler, c'est essentiel. Et donc, le tissu économique, il s'est remis en route, quand vous regardez les premiers chiffres, à partir de fin avril, début mai. Bien avant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Là, on revient dans l'état d'urgence sanitaire, qui aura d'ailleurs des conséquences favorables pour quelques entreprises qui ont encore besoin de soutien. Mais surtout, on peut travailler pendant l'état d'urgence sanitaire. C'est d'ailleurs un petit peu fait pour ça, pour tout vous dire. On fait attention à ce que le virus ne circule pas dans des circonstances plus familiales, plus amicales, où les gens se regroupent, pour davantage, effectivement, être serein pour l'activité économique. Et pour Mayotte, vous avez raison, c'est très important. Moi, j'ai confiance dans la résilience, dans la capacité de rebond des entreprises mahoraises. Elles savent, elles ont l'habitude d'être confrontées à la crise. Elles sont presque championnes du monde, hein, quand on regarde les cycles des dernières années. Elles sont résilientes, elles sont agiles, elles s'adaptent. Et je suis confiant sur le rebond. Alors, parmi les entreprises qui commencent à avoir des difficultés, il y a nos compagnies aériennes. À partir de quand les vols vont pouvoir redémarrer normalement? Je pense aux Comores, je pense à Madagascar. Et à la compagnie, on pense évidemment à EWA. Il va falloir qu'ils volent, ces avions. Il faut qu'ils volent, c'est vital pour EVA. Ouais. Ça, c'est absolument certain. Il faut qu'EWA fasse voler ces avions. C'est pour ça la question du test antigénique est très importante. Il faut que la haute autorité sanitaire nous dise oui, c'est bon pour les voyageurs. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Donc, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, si j'ai bien compris ce que nous dit le président de la République.
Et dès lors qu'on aura réglé ce sujet de tests antigéniques, dès lors que dans une relation bilatérale, on pourra mettre à disposition des voyageurs qui sont à Madagascar les tests en question, je pense qu'on pourra régulariser la situation et faire en sorte que les compagnies aériennes puissent reprendre leur activité. On sera à quelle période on va pouvoir C'est retrouver? difficile, ça dépend pas de nous. Avant la fin de l'année? Ah oui, j'espère. Oui. Oui, c'est vital. Il faut que ce soit avant la fin de l'année, bien sûr. Est-ce que ça sera dans 15 jours, plus tard? Tout est lié à la question des tests. Donc plus tôt nous aurons déverrouillé cette question des tests, et plus vite nous reprendrons une... Vous avez commandé 22 000 tests, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ces 22 000 tests vont se répartir entre les besoins de Mayotte, de Madagascar, des Comores? On verra, tout ça peut être discuté avec nos postes diplomatiques à Madagascar et aux Comores. On n'est pas à ce niveau de finition, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit d'accord sur le principe, que ces tests soient admis par la Haute Autorité de Santé, et qu'ensuite on en mette une quantité suffisante à disposition de chacun pour que les vols aller-retour puissent avoir lieu. C'est très très important sur la liaison Madagascar, parce que EWA, c'est une compagnie française. Donc moi je suis attentif aussi, et peut-être plus qu'ailleurs, au sort des entreprises françaises et des entreprises mahoraises en particulier. Parlons encore économie. Le projet gazier. Ça, à chaque fois qu'on vous a devant une caméra, on vous pose la question, mais c'est vital pour Mayotte. C'est peut-être une bouffée d'oxygène énorme qui pourrait arriver. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant l'appel d'offres? Alors, souvenez-vous, il y a pratiquement un an, on a orienté avec la DIM le forum économique plus spécifiquement sur le gaz du Mozambique. Souvenez-vous, reprenez vos coupures de presse. Le lendemain, on mettait en place la task force avec des groupes de travail dirigés par des chefs d'entreprise pour regarder ce que pourrait être l'offre mahoraise pour séduire les industriels qui vont investir énormément d'argent sur le canal du Mozambique. Nous avons pris un cabinet privé à Paris, le cabinet Cayambé, qui sait parler le langage gazier, le langage pétrolier. Il nous a accompagnés, il a formalisé l'offre mahoraise. Cette offre mahoraise, nous l'avons distribuée de partout. Nous avons pris les contacts avec Total, au plus haut niveau. Aujourd'hui, il y a de cela 3 semaines, le président directeur général de Total a envoyé en mission ici à Mayotte un de ses vice-présidents avec un staff complet. Nous avons vu évidemment cette mission, je les ai vus à 2 reprises, moi, à la Case Rocher. Ils sont arrivés pour voir, ils sont repartis, je dirais, après avoir découvert ce qu'était Mayotte. Oui, parce que les échos qu'on a eus, c'est quand ils sont arrivés, ils arrivaient avec des préjugés quand même. Oui, ils arrivaient avec des préjugés. Il a fallu se battre, vous savez, pour imposer l'idée que la base arrière maritime du projet gazier puisse se localiser à Mayotte. Là, ils sont repartis avec, en disant OK, on y va. Ils sont repartis avec, je le crois, la conviction que Mayotte pouvait servir les intérêts de Total dans cette affaire. Et la semaine suivante, après la visite de Total, nous avons eu la visite de Technip. Oui. Technip, c'est très, très important parce que celui qui donne l'ordre, c'est Total, mais celui qui fait, qui exécute, qui réalise... Et qui va sous-traiter un certain nombre de marchés. Et voilà, celui c'est Technip. Et donc, il est très important que Technip, qui est un groupe mondial, qui est connu sur ces sujets, que Technip trouve un intérêt à venir à Mayotte. Là, on était un peu dans la même logique. Ils sont arrivés en disant, bon, on vient à Mayotte, Total nous a demandé de venir voir, bon, on est là, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'on a à voir. Nous, on leur a expliqué. Je les ai reçus 2 fois aussi, Technip. Et je pense qu'ils sont repartis, là aussi, dans un état d'esprit bien différent qu'en arrivant. Et puis, il va falloir avoir une date à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des choix. La date, on la connaît. Ah oui, c'est quand? Oui, bien sûr. La date du début de l'investissement, c'est octobre 2021. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit prêt en octobre 2021. Il y a des tuyaux qui arriveraient déjà au port en mars 2021. Ça veut dire que l'appel d'offres, il va falloir qu'ils le donnent assez alors, ils vont décider avant la fin de l'année. D'accord. Pour savoir si Mayotte peut devenir la base arrière du projet Mozambique ou pas. Qu'est-ce qu'il nous faut, nous, surveiller? D'abord, il faut qu'on refasse le quai numéro 1 du port de Longoni. Qui n'est pas dans la DSP, je crois. Il n'est pas dans la DSP.
Il y a 3 mois de cela, j'ai rencontré le président du conseil départemental pour lui expliquer que sur l'ancien programme FEDER qui se termine, il y avait encore de l'argent qu'on pouvait mobiliser pour rénover le quai numéro 1. C'est ce que le conseil départemental a accepté de faire. Le conseil départemental sera maître d'ouvrage de la rénovation. La semaine dernière, le bureau d'études nous a présenté les options de travaux et ces travaux sont compatibles avec le calendrier et l'agenda de Total et de Technip. Si tout se passe normalement, les travaux seront terminés à la fin du mois d'août 2021. Ça veut dire que le conseil départemental est complètement mobilisé avec l'État sur ce sujet, que le projet de quai est financé au moment où je vous parle, que le conseil départemental, à ma demande, a désigné un chef de projet qui pourra coordonner la commande publique au sein de l'institution départementale et qui pourra également faire valider les études publiques. Ça veut dire que l'ADA aura probablement une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Tous les acteurs sont en place, mobilisés pour foncer dans cette affaire. J'ai bon espoir que le quai numéro 1 sera pleinement opérationnel en août 2021. Et ça, croyez-moi, c'est un atout considérable pour Technip. Considérable. Oui. Qu'est-ce que ça va apporter à Mayotte? Ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent se posent la question, très bien, le projet gazier, est-ce que ma vie va changer, moi qui suis monsieur lambda? Est-ce que je vais gagner plus? Est-ce que je vais avoir un meilleur confort de vie? Est-ce que je vais pouvoir profiter de cet argent qui va arriver sur Mayotte? Alors, on le fait un peu pour ça, hein, ouais. pour tout vous dire. Ouais. On le fait pas pour se faire plaisir, on le fait parce que le territoire en a besoin. De quoi s'agit-il, en fait? Les tuyaux, très gros tuyaux, vont arriver sur de très gros bateaux et seront déchargés sur le quai numéro 1. Ensuite, ils seront stockés sur du foncier et probablement soudés les uns avec les autres. Donc, il y a déjà de la main-d'œuvre qui sera formée à la soudure marine, c'est un vrai métier, et qui sera employée sur cette mission. Ensuite, ces tuyaux, ils seront rechargés sur des barges pour les amener vers le bateau qui s'occupe d'enfouir au fond de la mer les tuyaux en question. Donc ces tuyaux-là, ils vont être soudés ici à Mayotte? Et très probablement. Très probablement. Et on a la formation pour ça? Non, on a une année pour la mettre en place, pour former, pour faire venir des experts, parce que la soudure marine, c'est un travail sérieux. Enfin, ça, c'est un aspect des choses. C'est pas short comme au niveau du timing. Mais en même temps, si les tuyaux arrivent ici, ça veut dire que les personnels arriveront aussi. Oui. Vous savez qu'il y a des milliers et des milliers de salariés qui seront sur le territoire du Mozambique, que ces personnels sont relayés, qui rentrent dans leur famille toutes les 6 semaines. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la même voie maritime, puisque les tuyaux prennent des bateaux. Ils vont prendre des bateaux, ils vont arriver à Mayotte, soit pour aller prendre l'avion. Donc, si notre piste longue à terme est bien faite, vous imaginez que là, on a peut-être quelque chose à bricoler sur un hub en direction de l'Asie. Enfin, tout déclenche ça. Et puis, il y en a qui vont pas prendre l'avion pour rentrer chez eux. Il y en a qui vont dire, tiens, Mayotte, c'est sympa. Ou dans la zone. Eh ben, si on est assez malin pour offrir un produit touristique, Mada, Mayotte, 4 jours à Mayotte, 2 jours à Mada, je ne sais pas, vous voyez bien que tout le monde va gagner dans cette affaire. Ouais. Les services, les hôtels, les restaurants, ceux qui font du service, ceux qui transportent les personnes. À terme, c'est ça. Et ça va durer un certain nombre d'années. Et immédiatement après, il y a les Américains qui arrivent. Parce que les Américains, si nous réussissons Total, quand eux vont être dans la même situation, c'est-à-dire quand ils vont chercher une base d'arrière maritime, ils auront le choix pour sécuriser. Ils auront le choix entre les ports qui sont autour de nous, qui sont soit saturés, soit pas sûrs du tout, pas sûrs pour des raisons que vous connaissez, terroristes notamment. Alors qu'ici, il y a un truc extraordinaire qui flotte sur Mayotte, c'est le drapeau français. Et ça, c'est un atout. Et donc, il faut se projeter pour imaginer ce que le gaz du Mozambique peut apporter à Mayotte, aux jeunes Mahorais et à tous ceux qui entreprennent sur cette île. Moi, j'y crois. On a chiffré, monsieur le préfet, on a une idée de l'argent que ça va représenter par an dépensé sur Mayotte? Ce qui est connu, c'est l'investissement dans le canal. Ça, on sait que c'est 150 milliards de dollars sur 30 ans d'investissement. Ça veut, mais par contre, le volume qui va être
laissé, si je puis dire, entre guillemets, au bénéfice de Mayotte, je ne le connais pas. Mais ça va faire travailler les installations portuaires, ça va faire travailler le port, ça va faire travailler toutes les entreprises de services. Vous savez que le groupe Accor, je vais poser la première pierre de l'hôtel à Pamandzi, du groupe Accor, qui fait pour la première fois un hôtel à Mayotte. C'est pas totalement par hasard. Vous savez, ce sont des groupes mondiaux. Quand ils décident d'investissement aussi conséquent que celui-ci, ils ne le font pas par hasard. Et là, ils nous donnent un signal très très fort. Ça part. C'est parti. Dans un instant, on va parler de démolition d'habitation. Dans un instant, on va parler de l'eau. On va parler de l'Europe également. Mais d'abord, nous aussi, il faut qu'on mange, monsieur le préfet. C'est la pub sur Quasi.